À la une de ce journal, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants auprès de ces hommes dans le Sahel, Moumina Cherifsi, prend langue avec ses éléments à Dori à Gorom Gorom. Images et commentaires de cette étape du jour dès le début de cette édition. Facilitation de la mobilité urbaine à Ouagadougou, la nouvelle gare routière de Ouagarente prête à l'emploi. Inauguration de l'infrastructure à suivre dans quelques instants. Et puis violation des droits humains aggravée par la pandémie du coronavirus au Burkina Faso et dans le reste du monde. C'est le rapport 2020-2021 d'Amnesty International qui l'indique, la présentation du document dans ce journal. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Pour ouvrir ce journal, nous allons feuilleter le carnet d'audience du président du Faso. Le chef de l'État en a accordé deux ce matin. D'abord, un tête-à-tête avec le président du conseil d'administration du conseil burkinabé des chargeurs, puis des échanges avec la coalition des réseaux et associations burkinabé de lutte contre le VIH-Sida sur les projets pour le maintien des efforts de lutte contre le sida. La synthèse de tout cela avec Paul-David Bambara et Caroline Ouari. L'ordre du jour est en lien avec les échos dont font état les médias, la part du Conseil burkinabé des chargeurs dans la gestion du fret routier avec les pays frontaliers du Burkina. La présentation du CBC dans cette nouvelle vision de façon générale est l'un des sujets abordés au cours de cette audience. Aujourd'hui, il était question de présenter le CBC au président du Faso qui a bien voulu nous recevoir pour lui dire que le CBC se porte très bien et lui donner notre vision pour le futur du CBC. Cette vision qui n'est rien d'autre que la rénovation, la digitalisation et la gestion du fret. Avec la coalition des réseaux et associations de lutte contre le VIH-Sida, les sujets de discussion tournent autour de la problématique de la prise en charge et des politiques de financement des activités. Le renforcement de la société civile pour mieux prendre part à l'accompagnement de l'État en vue de l'éradication du mal d'ici à 2030 est exposé au chef de l'État. À l'heure actuelle, la lutte même devient plus difficile qu'avant, parce que la lutte devient plus difficile qu'avant. Donc on travaille, on a demandé au président un accompagnement spécial pour permettre, pour qu'on puisse faciliter, pour éliminer les derniers postes qui restent, pour que le Burkina Faso soit l'un des premiers pays à éliminer le VIH d'ici 2030. Nous avons échangé aussi sur l'aspect des données. Vous savez qu'au niveau du monde communautaire, il y a un problème de données. Vous avez un problème de données, c'est-à-dire qu'on a discuté, on travaille énormément, mais on n'arrive pas à bien capitaliser. Donc on a échangé avec le président de Faso par rapport à ça. Sur tous ces points, la coalition confie avoir obtenu l'adhésion du président du Faso. C'est une tournée pour prendre langue avec les soldats au front. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est dans le Sahel où il échange avec ses éléments à Dori puis à Gorom Gorom. Cherifsi écoute ces hommes qui parlent tous d'accalmie relative qui a permis le retour de certains déplacés internes. L'étape du jour avec Draman Guéné. C'est au pas de course que le ministre de la Défense nationale entame sa tournée ici au 11e RIC, à Dori, le régiment d'infanterie commando. Après l'accueil, Cherifsi reçoit les chefs militaires. Au menu, l'état des lieux et les conditions de travail. Ensuite, c'est le tour de la troupe au carré d'armes. Ça fait très plaisir de recevoir monsieur le ministre sur le terrain à nos côtés. Il a eu des mots très encourageants à notre endroit et nous serons davantage motivés dans l'exécution de nos tâches quotidiennes. Ça galvanise la troupe, ça nous permet en tout cas, une fois en tout cas sur le terrain, de savoir que nous avons des chefs réellement en tout cas, qui pensent à leurs hommes et qui viennent à tout moment en tout cas pour nous encourager en tout cas, dans nos différents dossiers. Le 11e RIC abrite le centre d'instruction de la première région militaire. Le ministre d'État rencontre les recrues, les forces du futur. Maintenant, c'est le tour de Pandore. On va essayer de voir ce qui peut être fait le plus rapidement possible. En tout cas, vous avez toutes nos admirations. Voilà. Okay.
À la gendarmerie nationale, c'est le chef d'escadron Théophile Tago qui donne les nouvelles de la situation sécuritaire. Ce qui concerne la situation sécuritaire, elle est relativement calme et cela est observé à travers le retour progressif des populations dans leurs localités d'origine et le redéploiement également de l'administration dans certaines localités de la région. Dans la foulée, la délégation conduite par Chérif Si rallie Gorom Gorom dans l'Oudalan à une cinquantaine de kilomètres de Dori. Les hommes du détachement de Gorom Gorom ont un rayon d'action de plus de 3000 km², la zone des frontières. Ils manifestent un besoin supplémentaire en équipement. Là, la gendarmerie nationale de Gorom Gorom. C'est ici que s'achève le périple du jour du ministre d'État. Et au-delà de ces missions de protection et de défense nationale, quand la Grande Muette veut se rapprocher davantage des populations, cela donne lieu à des opérations de séduction comme cette journée de commando de santé à Tiou que nous décrivent Abbas Traoré et Moussaki. Tiou, à une trentaine de kilomètres au nord de Waïguia, des commandos du 12e RICA, régiment d'infanterie commando, entrent en action dans cette zone, autrefois difficile d'accès pour cause d'insécurité. L'opération est baptisée Action civilo-militaire. La base des opérations, le centre médical de la ville. Militaires et civils nettoient la cour. Non loin de là, un dispositif de consultation sanitaire pour les populations. C'est pour confirmer en fait les résultats que nous avons pu atteindre dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme avec le soutien du commandement, notamment de l'état-major tactique numéro 1 et le soutien donc, des autorités locales. L'activité d'aujourd'hui donc, vient mettre en exergue donc, cette stabilité. Les gens parlent du paludisme, alors que non. Il y a l'hépatite B qui est là, et la population ignore. Il y a ce qu'on appelle le diabète qui est là, et la population ignore aussi, et la tension artérielle. L'équipe sanitaire des forces armées nationales dépose matériels et médicaments. 2 ateliers de consultation sont installés sur des halls. À l'intérieur, c'est le laboratoire pour les tests du diabète. L'initiative est bien appréciée par les populations et les responsables du centre médical de Tiou. Les soldats m'ont dit que ma santé est bonne. J'ai fait le test du diabète. Là aussi, le résultat est négatif. Je suis satisfait. Ça n'arrive pas chaque jour d'avoir des soldats avec nous. Et nous ne pouvons que dire merci à pour cette initiative. Et nous croyons que c'est pour le plus grand intérêt de nos patients. Et nos locaux sont propres. Et ça nous va droit au cœur. Les éventuels cas compliqués seront référés chez des spécialistes à Waïguia, explique ces hommes en blouse. Mais le commandement insiste. Cette opération, c'est aussi pour affirmer la présence de l'armée dans la zone et rassurer les populations quant à leur sécurité. Autre actualité, construite sur une superficie d'1,7 hectare, la nouvelle gare routière de Ouagar-Inter est une plateforme moderne dotée de commodités qui facilite le trafic et la mobilité urbaine. L'infrastructure qui vient d'être mise à la disposition des transporteurs aura coûté plus de 4 milliards de francs CFA financés par l'Agence française de développement. Le maire de la ville de Ouagadougou n'entend pas s'arrêter là. D'autres gares sont en cours de réalisation, nous a-t-il confié à l'inauguration ce matin. Une coupure de ruban et voici officiellement ouverte la nouvelle gare routière de Ouagar-Inter, la première d'une série de gares prévues dans la capitale burkinabé pour améliorer la mobilité urbaine selon le maire de la ville de Ouagadougou. Ce n'est qu'un premier pas que nous avons fait. J'espère que dans les prochaines semaines, nous allons pouvoir inaugurer une autre gare qui est sur la route de Bobo, que nous appelons la gare de l'Ouest, qui va desservir toute la zone ouest et qui va permettre ainsi de résorber un temps soit peu toutes les petites gares qui sont disséminées dans la ville de Ouagadougou. Lancés en février 2019, les travaux de rénovation de cette gare, l'une des plus importantes de la ville, entrent dans le cadre du projet mobilité urbaine du gouvernement burkinabé, selon la vision du président du Faso, précisée ici par le ministre en charge des Transports. Le traitement de la mobilité durable impose des infrastructures de transport
et de mobilité, parmi lesquelles les gares routières en constituent le pilier, mais aussi le catalyseur. La gare routière participe au renforcement de l'urbanité de la ville. La gare permet non seulement le développement de l'intermodalité, mais aussi de la connectivité en termes de mobilité active. C'est une plateforme moderne qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire qui est mise à la disposition des usagers, notamment les transporteurs, et ces derniers entendent prendre leurs responsabilités quant à l'usage futur de l'infrastructure. Je puisse vous rassurer que dans les prochains jours, quand on va véritablement exploiter la gare, on ne manquerait pas à mettre des efforts doubles pour que tout comportement néfaste que vous avez l'habitude de voir au niveau des transporteurs voyageurs puisse cesser immédiatement. Parce que dans notre optique, tous les chargements doivent s'effectuer dans la gare, tous les débarquements dans la gare. Et je pense et j'ose croire qu'également nous serons très sensibles quant au respect de la dignité des passagers que nous allons embarquer. La nouvelle gare routière de Ouagar Inter a coûté plus de 4 milliards de francs CFA, un financement de l'Agence française de développement. Là, je parle sous le contrôle du directeur de l'AFD qui est derrière moi, mais l'AFD, elle finance une infrastructure. Après, on la confie, c'est comme si on donnait les clés en quelque sorte à la municipalité, en l'occurrence, à charge pour elle de faire en sorte que les contrats d'entretien, de maintenance et la responsabilité des acteurs privés qui vont avoir chacun une part de gestion de ce marché soient respectés. Nous, on va regarder ce qui se passe, évidemment, pour essayer d'en tirer des leçons, des enseignements pour la suite, pour le futur. Et on espère bien sûr que tout ça va fonctionner. Composé de plusieurs quais d'embarquement, de parkings, de bureaux, de boutiques, de restaurants et bien d'autres commodités, il existe au sein de la gare un commissariat de police pour la sécurité. En politique, le Parti de la Renaissance donne rendez-vous en mai prochain pour la tenue d'un congrès extraordinaire. Une rencontre qui sera consacrée à la restructuration du parent, sortie bredouille des dernières élections. Le comité de réorganisation dirigé par Abdoul Karim Sango décline les futures actions du parti à la presse ce matin. Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo y étaient. Depuis le 3 janvier dernier, le Parti de la Renaissance nationale parent, dont le fondateur est le professeur Laurent Badot, est dirigé par un comité de réorganisation avec à sa tête Abdoul Karim Sango. C'est donc pour décliner ses missions et surtout présenter les activités déjà menées qu'il a convié les hommes de médias pour cette conférence de presse. Il s'agit pour le comité de soumettre des suggestions et propositions au plus prochain congrès du parti devant se tenir avant les municipales et de gérer les affaires courantes. Le comité a rédigé de nouveaux projets de statut et de règlement intérieur avec des éléments d'innovation. Le comité a entrepris une série de tournées régionales en vue de la remobilisation des militants et sympathisants du parent. L'occasion faisant le larron, le comité a saisi l'opportunité pour donner sa lecture sur certains événements liés à l'actualité nationale. L'éducation, les changements climatiques, mais surtout la réconciliation nationale étaient les aspects abordés. Tirant leçon des processus de réconciliation nationale à pas forcé, comme ce fut le cas en 2001, le parent propose, c'est de garantir le principe vérité, justice et réconciliation. Deuxième condition, au regard de notre contexte assez particulier, où, de notre point de vue, c'est plutôt la haine politique entre des acteurs qui a alimenté le processus de division au sein du peuple, le parent estime que dans la quête de la réconciliation nationale, il convient prioritairement d'œuvrer à préserver les intérêts des familles victimes des différents crimes. S'agissant de l'éducation nationale, le parent invite les Burkinabés à se surpasser afin de sauver notre système éducatif. Face au changement climatique, le parent invite les Burkinabés à une prise de conscience plus aiguë et à un changement de comportement. Et puis les actions de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire passées
en revue à Banfora, mais le principal point inscrit à l'ordre du jour de ces concertations entre les autorités administratives frontalières, c'est l'accord cadre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays qui sera analysé dans ses axes majeurs. L'ouverture des travaux avec la mine Karantao, Siriki Milogo et Saturne Paris. Autour d'une même table, des autorités administratives ivoiriennes et burkinabè. Elle passe en revue les différents points de la 4e conférence du sommet des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, appelé TAC. La coopération transfrontalière entre les entités territoriales frontalières du Burkina Faso et de la République de Côte d'Ivoire constitue, à n'en point douter, un puissant moyen de résolution dans la concertation et dans l'esprit fraternel de tous les problèmes qui peuvent surgir entre les populations vivant le long de notre frontière commune. Le Burkina et la Côte d'Ivoire sont deux pays intimement liés au-delà de leurs frontières communes par l'histoire et la géographie, ainsi que par les liens séculaires qu'ont tissés leurs populations qui ont toujours vécu en parfaite harmonie. Cet exemple de partenariat vise à mieux dynamiser les relations entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Et dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire, une mutualisation des forces est plus que nécessaire. Face à l'insécurité de plus en plus grandissante à notre frontière et aux conséquences inestimables qu'elle fait planer sur la stabilité de notre zone frontalière et l'ensemble de nos deux pays et à la sous-région, la coopération transfrontalière devient un maillon stratégique de grande importance dans la chaîne du dispositif sécuritaire de nos deux États pour la contrer. À noter que les participants sont des gouverneurs, hauts commissaires et préfets des régions du sud-ouest et des cascades du Burkina Faso, ainsi que les préfets et sous-préfets de Boukani et Tchokolo, venus de la Côte d'Ivoire. Le dernier rapport d'Amnesty International dénonce des violations des droits humains aggravées par la crise sanitaire liée au coronavirus au Burkina Faso et dans le monde. Le document est porté à la connaissance des hommes de médias ce 7 avril à Ouagadougou. Quelques points saillants avec Daouda Ouattara et bienvenue Taoussa. La situation des droits humains au Burkina Faso et dans le monde, peu reluisant selon le rapport 2020-2021 de Amnesty International. Aux exactions perpétrées par des groupes armés, notamment au Burkina, sont venues s'ajouter les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, déplorent les responsables locaux de l'organisme de défense des droits humains. En effet, la situation de la pandémie est déjà grave en soi et est venue ajouter encore aux souffrances du fait justement des autorités, en fait, du fait de ceux qui ont le pouvoir, mais également du fait des individus, des groupes armés. Pour le cas du Burkina, des mesures comme le couvre-feu sont pointées du doigt. Amnesty International note avec désolation l'augmentation des violences basées sur le genre, la hausse des exécutions extrajudiciaires, les restrictions de liberté d'expression et de réunion, pour ne citer que cela. L'état d'urgence a été maintenu dans 7 des 13 régions du pays, ce qui conférait aux autorités des pouvoirs étendus s'agissant des arrestations, de la détention et des restrictions relatives à la liberté de circulation. Des affrontements entre groupes armés ont éclaté régulièrement et la population civile a subi ces attaques, souvent sous-entendues par des considérations ethniques et susceptibles de s'apparenter à des crimes de guerre. Amnesty International note par ailleurs quelques avancées en matière de droits humains, entre autres la libération en mars 2020 de milliers de prisonniers afin de réduire la surpopulation carcérale et d'atténuer le risque d'infection au Covid-19 au Burkina Faso. Au Soudan, le vote d'une loi pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, et en Sierra Leone, l'annulation d'une interdiction faite aux filles enceintes de poursuivre leur scolarité et de passer des examens. Et sur la question de cette crise sanitaire, plan international affiche un bilan satisfaisant dans la mobilisation des populations contre la pandémie du Covid-19. Cela est à mettre au compte de la campagne de communication qui aura permis de toucher plus d'1,5 million de personnes selon l'ONG qui présente le bilan de son projet à Kayar. Le point complet avec Jacques Lamissa Tarpaga.
Plus d'1 million de personnes ont été touchées au cours de la campagne de communication sur les risques et l'engagement des communautés dans le contexte du Covid-19. Pendant 5 mois, Plan International et ses partenaires ont mis en place une stratégie en vue de changer les comportements des populations. Il y a d'abord eu des sensibilisations. Les sensibilisations ont été réalisées soit par des crieurs publics ou soit à l'aide de causeries éducatives. Nous avons fait aussi des renforcements de capacités. Nous avons trouvé qu'il fallait outiller un certain nombre d'acteurs pour qu'ils puissent le faire, en l'occurrence les journalistes, les techniciens en génie sanitaire, mais aussi les responsables administratifs, pour qu'ils puissent répercuter cette information auprès des populations. Nous avons aussi utilisé des stratégies de dotation en intrants. Le projet s'est déroulé entre juillet et novembre de l'année dernière et cette rencontre est initiée pour faire le bilan sur les prévisions en termes de nombre de personnes touchées et de comportements à changer. Le résultat est satisfaisant. Et sur le volet quantitatif, l'objectif global du projet a été atteint à 95%. Et également sur le volet qualitatif, les cibles qui avaient été prévues ont été largement atteintes. Sur une prévision de plus d'1 million 400 000 personnes atteintes au terme du projet, nous avons constaté que le projet a pu toucher 1 500 000 personnes. Dans sa démarche, Plan International Burkina a également contribué à dynamiser le comité régional ainsi que les comités provinciaux de gestion des épidémies. Même exercice pour le projet d'appui au développement de santé oculaire à Dédougou. Le projet qui intervient depuis 2016 avec le financement de l'organisation chrétienne CBM fait le compte de ses acquis dans la perspective d'une deuxième phase, nous confie Naba Ida Dabire et Draman So. Première cause de handicap, avec plus de 35 000 personnes menacées, la cécité focalise l'attention dans la boucle du Moun. Réunis à Dédougou, les acteurs du projet d'appui au développement de santé oculaire capitalisent ici les acquis de leur intervention. On a engrangé certainement des résultats positifs, notamment en termes même de couverture sanitaire liée à la cataracte, qui est aussi une cécité évitable, autour de 1900 personnes qui ont été opérées. Et sans oublier aussi la construction d'un nouvel hôpital ophtalmologique à l'intérieur du CMA de Nounan. Et la formation des médecins ophtalmologistes, il y en a 3 qui ont été formés, tous à l'université de Ouagadougou ici, et aussi d'autres personnels techniques. Cet atelier sert aussi de lancement de la phase 2021-2023 du projet. Avec un volet de réinsertion des victimes des maladies oculaires et un budget de 337 millions, cette deuxième étape se veut surtout celle de l'efficience. Ce n'est pas forcément la force des moyens qui font les résultats, qui fait plutôt les résultats. On a quand même une première phase qui nous a permis d'avoir des résultats. Donc c'est pas normal que la deuxième phase soit plus haute en termes de financement que l'autre. Parce que c'est comme si on n'avait rien fait au cours de la première phase. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une phase de consolidation des acquis de la première phase et nous espérons que la responsabilité des différents acteurs va nous permettre d'atteindre les résultats avec les moyens que nous avons à notre disposition. Le projet compte également mettre l'accent sur le dépistage et la sensibilisation dans les établissements scolaires pour la détection précoce des maladies de l'œil. Retour à Ouagadougou où l'agence de promotion et d'expertise nationale renouvelle les membres de son conseil d'administration. Composé d'experts chargés d'actualiser les bases de données, entre autres l'installation des nouveaux membres avec Césaire Carfo et Oumou Sissé. Ils ont désormais carte blanche pour faire rayonner l'expertise burkinabé partout où besoin sera. Eux, ce sont les administrateurs du conseil d'administration et les experts membres de l'Assemblée générale de l'Agence de promotion de l'expertise nationale. Nommés en conseil des ministres le 24 mars dernier, ils sont installés officiellement ce 7 avril par le ministre en charge de l'industrie. C'est un gros chantier donc, qui est confié au secrétariat exécutif et chapeauté par le conseil d'administration. Et bien entendu, un gros travail donc, pour rassembler maximum d'acteurs autour de l'Assemblée générale. Et nous sommes en train donc, de mettre les petits plats dans les grains pour son opérationnalisation et la faire fonctionner et pour donner du tonus donc, à l'expertise nationale. Et les enjeux sont multiples pour ces experts.
Nous avons vraiment pour mission essentielle de travailler à opérationnaliser la structure en appuyant le secrétaire exécutif dans toutes ses actions et également en donnant des orientations qui puissent nous amener à atteindre les objectifs qui nous ont été assignés par l'État. La première situation que nous pensons réelle, c'est la situation du chômage des jeunes. Il faut juste organiser l'expertise pour qu'on puisse absorber le maximum de personnes. Le second enjeu de l'expertise, c'est qu'aujourd'hui, il y a une capacité de notre expertise à être un ambassadeur, à résoudre les problèmes dans le monde entier, ce qu'on appelle donc la diplomatie d'expertise. L'autre enjeu, exporter leur savoir-faire afin de valoriser l'expertise nationale tout en prenant en compte les experts du privé, du public et de la diaspora. Une foire en guise de résilience face aux menaces sécuritaires, le défi est relevé dans le centre-nord et à Kaya, les activités commerciales se sont déroulées sur 10 jours et la foire est qualifiée de réussie par les organisateurs qui ne manquent pas de témoigner leur reconnaissance aux plus méritants des acteurs, nous confient Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. C'est terminé pour la 4e édition de la semaine régionale du Centre-Nord. Cette foire qui s'achève a vu la participation des forains et foraines venus de différentes localités du pays. À cette cérémonie de clôture, les organisateurs tirent une note de satisfaction après 10 jours d'exposition ici à la place du 11 décembre de Kaya. Toutes les activités qui ont été programmées ont été réalisées et la mobilisation a été de belles factures. Et je voudrais ici vraiment tirer tout mon chapeau et remercier l'ensemble des organisateurs, remercier la population, remercier les autorités, remercier donc son excellence le président de l'Assemblée nationale qui a patronné la semaine et l'ensemble des présidents et des parrains. Ici, vraiment, nous avons constaté que la mobilisation est grande. La semaine a été une réussite totale. Une telle initiative permet de montrer au monde entier que la cité du cuir et du Kourakura demeure la destination à ne pas manquer malgré les attaques terroristes. La mobilisation autour de cette semaine régionale réjouit les parrains, les filles et les fils de la région du Centre-Nord. Au nom du DIMA de Bousma, nous remercions les organisateurs d'une telle activité dans notre région. Vraiment, la mobilisation nous va droit au cœur. C'est la preuve que notre région continue de vivre malgré les attaques terroristes. Que Dieu bénisse les filles et les fils du Centre-Nord. C'est une région qui a plein de problèmes et qui a besoin d'être soutenue. Donc nous faisons aussi chacun à son niveau ce qu'il peut pour soutenir les actions du conseil régional. Donc c'est pourquoi, n'ayant pas pu venir à l'ouverture, j'ai tenu à venir à la clôture et nous remarquons que la semaine qui a duré 10 jours en fait, la semaine a été un grand succès, la semaine est à rééditer autant que possible. À l'occasion de la cérémonie de clôture de cette 4e édition, des sociétés de coopératives de production et de transformation ont reçu des charrettes et une somme d'argent pour accroître leur productivité. 7 personnes ont aussi été décorées. Les récipiendaires ont reçu des médailles d'honneur des collectivités locales et des certificats de reconnaissance ont été décernés aux personnalités de la région pour leur accompagnement. Du théâtre pour aider au changement de comportement et de mentalité. À Gawa, la troupe Thiobiel en a fait son option. La journée mondiale du théâtre célébrée le 27 mars est un prétexte pour aller à la découverte de cette troupe théâtrale composée de personnes vivant avec un handicap physique. Isiaka Zapré et Romial Patrice Toué nous la présentent. Nous sommes au siège de la troupe théâtrale Thiobiel. Les acteurs sont en pleine création. Le titre, c'est la santé mentale, la gestion des malades mentaux. Nous avons estimé que effectivement c'est un phénomène qui va de plus en plus grandissant et que nous constatons que la gestion même des personnes et des malades mentaux n'est pas aussi reluisant. La troupe théâtrale Thiobiel est une association de personnes handicapées motrices qui œuvre pour l'épanouissement de ses membres. En plus de la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap, cette troupe a déjà mené plusieurs actions de sensibilisation dans la région du Sud-Ouest.
L'association a été créée en 2002 et a mené pas mal d'activités sur AGR, les activités génératrices de revenus, sur le bradage des terres, sur la santé mentale, comme ce que nous venons de faire, la santé mentale, sur la cohésion sociale. Pour ces passionnés du 4e art, le théâtre est une arme puissante et efficace pour changer les mentalités. Le théâtre, non seulement ça fait rire, ça c'est plus attirant, c'est plus attrayant, alors, mais nous passons un message. Nous passons un message fort et que, bon, très souvent, à la fin de de la prestation, il y a un débat qui existe entre la population et nous. On discute de certains phénomènes, je crois que c'est plus captivant. Pour ces personnes vivant avec un handicap, le théâtre leur a permis de sortir de leur coquille et de s'affirmer en tant que personne entière. Il y a beaucoup de gens, d'acteurs qui étaient là, qui étaient rangés, qu'on trouvait timides, mais à travers le théâtre, les gens ont vu qu'ils sortent de leur coquille et ils s'expriment comme pas permis. Je les voyais faire les théâtres dans les différents villages, donc ça m'a encouragé, ça me faisait plaisir. Pour aller plus loin dans leur art, les membres de cette association souhaitent avoir plus de formation dans les domaines des jeux d'acteurs, de la comédie et de la mise en scène. C'est effectivement la formation même des acteurs et des metteurs en scène. Moi, j'ai été metteur en scène parce que, bon, tout petit, à travers le mouvement CVAV, bon, dans le scoutisme, j'ai pu découvrir beaucoup de choses. Donc, c'est dans ce tas-là que je les encadre. Sinon, dire que j'ai une formation spécifique comme ça. Les acteurs ont été formés une fois, mais ça vaut au-delà de 10 ans. Le handicap ne doit pas être une raison pour ne pas se battre dans la vie. C'est la conviction de ces acteurs qui ambitionnent conquérir les scènes nationales et internationales pour peu qu'on les fasse confiance. On s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sakanana vous retrouve à 23h pour les dernières informations. Mais avant cela, vous avez rendez-vous à 21h sur la RTB où vous aurez l'émission Controverse sur les réformes du BEPC et du BAC. Rendez-vous donc à partir de 21h avec Simon Gongo et ses invités pour suivre le débat contradictoire sur cette actualité. Excellente soirée à tous.